C'est un fait, la ménopause est inéluctable, elle touche 100% des femmes et provoque arrêt de sécrétion d'hormones et infertilité. A-t-elle son équivalent chez l'homme? L'andropause est-elle une réalité actuellement bien établie? Y a-t-il arrêt de sécrétion de la testostérone, impossibilité de procréer, troubles de l'érection? Si oui, à quel âge? Et doit-on apporter cette hormone manquante comme on peut le faire chez la femme avec les œstrogènes et la progestérone? Eh bien non. Si l'andropause existe bien, même si le terme est impropre pour certains, elle concerne une minorité d'hommes et n'entraîne pas un arrêt de production de testostérone, mais sa baisse, qui a néanmoins des conséquences puisqu'elle peut, comme chez la femme, altérer la qualité de vie et avoir un impact sur la fonction de plusieurs organes. Quelles sont ces conséquences? Comment savoir si chez un homme, des troubles sexuels, une prise de poids, une irritabilité, des bouffées de chaleur sont liées à une andropause? Que proposer? Et peut-on prendre de la testostérone en prévention pour bien vieillir? On en parle avec notre invité. Docteur Sébastien Bellet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien, urologue et andrologue. Et pour expliquer la santé sexuelle des hommes, vous avez une chaîne YouTube, Docteur DR, bien sûr, Sébastien Bellet, extrêmement didactique et rassurante, et ça c'est important. On va aborder un sujet qui a longtemps été délicat, d'ailleurs qui je pense l'est toujours, la crainte d'une perte de la virilité liée à l'âge, qui a donné lieu, il faut le dire, un peu d'histoire du XVIIIe siècle à nos jours, aux expériences scientifiques les plus fantasques. On a fait de la greffe de testicules à une époque. Oui, tout à fait. Il y a un chirurgien qui s'appelait le docteur Brown-Séquard, qui a fait des greffes de testicules, des greffes de cellules testiculaires, en commençant au départ avec des cellules de testicules de chiens. Et il s'injectait lui-même un ultrafiltrat de ces cellules testiculaires de chiens sous la peau pour essayer de rester jeune. Résultat? Résultat, c'était pas très bien toléré, mais il a ouvert la voie au traitement hormonal substitutif. Alors je le disais, si la ménopause est un phénomène incontestable, on dit absolument tout de l'andropause et souvent que ça n'existe pas. C'est trop compliqué à accepter pour les hommes, cette idée? Alors c'est un peu compliqué puisque c'est admettre, quand on arrive à l'andropause, admettre que le temps passe et qu'on sera peut-être plus celui qu'on a été. Et donc ça remet en cause la virilité de l'homme et donc un peu la position de l'homme dans la société et dans son couple. Alors c'est ce qui explique que ce terme andropause soit apparu plus tard que celui de ménopause dans les livres. Oui, tout à C'est fait. très étonnant ça. Pendant très longtemps, et il en était fait mention nulle part. J'ai moi-même appris l'urologie dans un livre qui avait été écrit dans les années fin des années 80, un livre américain dans lequel il n'en était pas fait mention du tout. Effectivement, c'était en 1816 que le mot ménopause apparaît dans les livres et en 1940, on parle de ménopause virile à l'époque. Et après, ça a été remplacé par le terme d'andropause. Il est contesté par certains, ce terme. Pourquoi? Parce que andropause, si on fait le parallèle avec la ménopause, ça voudrait dire qu'il y a un déficit de sécrétion hormonale et dans le même temps une infertilité secondaire, une perte de la possibilité de procréer. Or, chez l'homme, quand ce problème arrive, en fait, c'est surtout une diminution de fonctionnement des testicules sur le versant fabrication de la testostérone, mais la fertilité est intacte. Elle Donc, est intacte, elle n'est pas baissée? elle diminue un peu parce que la fertilité est sous dépendance de la testostérone que fabriquent les testicules eux-mêmes. Donc, ils sont sous la dépendance de leur propre sécrétion de testostérone. Mais il n'y a pas d'infertilité comme chez la femme ménopausée. Alors, en tout cas, ça existe, bien sûr, cette baisse de testostérone. Ça ne concerne pas tous les hommes. C'est quoi les chiffres? Alors, les chiffres, c'est aux alentours de 50 ans, 5%. 10-15% à 60 ans, et puis au-delà de 60 ans, à partir de 70 ans, on est plutôt à 30% de la population. Moi, je vois ça un peu comme un planeur qui diminue, qui Oui. perd de l'altitude, comme ça sur les années. C'est ce que j'explique à mes patients. Donc, on perd petit à petit, d'année en année, une quantité de sécrétion de testostérone. Ça, c'est le vieillissement normal. Mhm. Et l'andropause, c'est quand on décroche. Quand d'un coup, on passe d'un taux à peu près normal à un taux très bas, c'est ça l'andropause. Mais il n'y a pas forcément de symptômes avec cette baisse de la testostérone. D'après une étude européenne, le déficit n'est symptomatique que chez 2% des hommes de 40 à 79 ans, 5% entre 60 et 79 ans. Comment on explique ça? En fait, la perte de testostérone, elle ne sera pas dans les mêmes proportions chez tout le monde, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, tout le monde ne va pas la ressentir de la même façon, c'est-à-dire quelqu'un qui a une vie très active sexuellement, ou physiquement, sportivement, ou intellectuellement, lui va pâtir plus du manque de testostérone, il va ressentir de la fatigue, une perte de libido, une baisse de la On va masse parler des musculaire. symptômes. Mais quelqu'un qui n'aurait pas besoin de toutes ces facultés-là ne va pas forcément se rendre compte qu'il les a perdues. D'accord. On continue les analogies avec la femme. La ménopause apparaît quand les ovaires arrêtent de fonctionner.
Chez l'homme, c'est quoi? C'est le vieillissement des testicules? Oui, c'est deux choses. C'est le vieillissement des testicules et c'est aussi le vieillissement de l'hypophyse, cette glande que l'on a dans le cerveau, qui fabrique des hormones, la LH et la FSH, qui sont des hormones qui stimulent le testicule. Donc on a l'usine qui fonctionne moins bien, le testicule, et on a un peu moins de commandes à l'usine. Ça, c'est le cerveau qui vieillit un peu. Et donc l'un plus l'autre aboutit à la baisse de sécrétion. La commande à l'usine, j'aurais dû apprendre comme ça la médecine. Ben voilà. C'est très, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres causes à une baisse du taux de testostérone chez l'homme en dehors de l'âge de l'andropause? Oui, bien sûr. C'est pour ça que ça n'est pas toujours un diagnostic facile à poser. La testostérone peut baisser soit dans le cas d'une maladie chronique, une insuffisance rénale chronique, une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire. Pourquoi ça impacte comment? En fait, il y a une fatigue du système général, notamment au niveau de l'hypophyse, cette fois-là, pas au niveau des testicules, qui fait que on va moins stimuler ces testicules. Une autre cause très classique, c'est le diabète. Le diabète, surtout le diabète de type 2, pour différentes raisons, le surpoids qui y est associé, les troubles métaboliques qui y sont associés, font qu'on perd de la testostérone. Dans les maladies chroniques qui sont un peu à part, il y a la séropositivité au VIH qui font baisser la testostérone. L'infection chronique au virus, mais aussi certains médicaments antirétroviraux, le surpoids, les gros changements de poids, c'est-à-dire même quelqu'un qui va perdre du poids, on en parle de plus en plus maintenant avec les médicaments Ozempic et autres, où les gens vont perdre 30 kilos d'un coup, eh bien cette perte de poids, surtout quand elle va impliquer une perte de masse musculaire, chez ces patients-là notamment, va engendrer aussi une perte de testostérone. Et il y a des médicaments aussi qui font baisser la testostérone? Il y a des médicaments, surtout les médicaments que l'on utilise pour traiter le cancer de prostate, bien sûr, l'hormonothérapie anti-androgénique du cancer de prostate. Mais ce qui est un peu moins connu, c'est les effets sur la testostérone de médicaments qu'on utilise notamment pour éviter la perte des cheveux, comme le finastéride notamment, médicaments qu'on utilise aussi pour faire baisser de volume la prostate chez les gens qui sont gênés pour uriner. Bon, dans ce cas-là, c'est plutôt des hommes un peu âgés, mais le finastéride donné chez un homme de 30-35 ans pour éviter la perte des cheveux, ça peut aboutir à des problèmes de testostérone. Alors c'est quoi les symptômes de l'andropause? Alors les symptômes de l'andropause, il y a des symptômes sexuels déjà, qui sont assez souvent des symptômes que l'on va constater en premier. C'est une baisse de la libido, c'est-à-dire c'est des hommes qui n'ont plus envie, pas forcément plus d'érection, mais ils n'ont plus d'envie, ils n'y pensent plus. Ensuite, il y a une baisse de qualité de l'érection, et notamment sur le facteur de la stabilité de l'érection. On a du mal à garder l'érection dans le temps, alors qu'on arrive à la produire. L'érection est instable. Et ensuite, il y a un ensemble de symptômes qui sont des symptômes qui sont liés au manque d'imprégnation en testostérone du corps dans son intégralité. Donc, il y a une dépilation, on va perdre ses poils. On va prendre du poids plus facilement alors qu'on n'a pas un régime qu'on a modifié, on ne mange pas plus, mais on a du mal à perdre du poids, on en prend, on perd sa masse musculaire, on est fatigué, on a l'impression de mal dormir, d'être fatigué le matin au réveil. Il y a cette sensation de brouillard intellectuel que les Américains appellent brain fog, qui font qu'on a du mal à se concentrer, on n'a pas les idées claires. On va être un peu irritable, parallèle avec la ménopause, on est un peu à fleur de peau. Parfois une humeur triste, et donc c'est là que parfois le diagnostic est difficile. On va parfois aller voir le psychiatre, on se sent malheureux, mais en fait c'est une histoire de testostérone. Une baisse de force musculaire, on n'arrive pas à récupérer de son sport du week-end comme auparavant, et une baisse de masse musculaire. On va perdre ses muscles. Comme vous disiez, le diagnostic n'est pas toujours facile, il suffit de doser la testostérone. Exactement. Mais il faut y penser. Et un simple dosage suffit à faire le diagnostic? C'est ça. En fait, on fait un dosage et s'il y a un doute ou si le dosage est un peu dans la zone grise, on répète ce dosage. Mais c'est un diagnostic biologique, donc en théorie, il est simple à poser. Mais pour le poser, il faut avoir vu les résultats. C'est sûr. Quand on constate effectivement qu'il y a une baisse de testostérone, le traitement, c'est comme le traitement hormonal de la ménopause, on apporte ce qui manque, la testostérone? Oui, c'est ça. Donc il faut donc déjà on en discute pour savoir quels sont les objectifs, parce que pour certains une baisse de libido un peu isolée, c'est pas forcément la fin du monde. Mais ceux que l'on voit en consultation, en général, se plaignent de la situation. Et donc, on a deux solutions. Soit on arrive très tôt dans le problème et on peut, par certains médicaments, relancer la sécrétion
testiculaire. Donc on va ajuster la commande qui est faite aux testicules de fabriquer de la testostérone. Ça, c'est quand ça concerne un homme jeune qui a la quarantaine, cinquantaine, et donc chez qui les testicules vont répondre. Chez la plupart des hommes, en revanche, il va falloir donner de la testostérone. Sous quelle forme on donne ça ? Alors la testostérone n'est pas du tout, est très mal absorbée par voie orale, et donc ça se fait par intramusculaire ou par l'application de gel. Il n'y a pas de patch, il faudrait des patchs énormes pour donner la bonne dose, donc ça ne se fait pas en patch. Et c'est pris en charge par la Sécurité sociale ? C'est pris en charge par l'assurance maladie, oui. Alors, avant de parler des résultats, on va écouter Gilles qui témoigne, c'était dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, qui explique pourquoi il a consulté et ce qui s'est passé après. J'avais l'impression que ma sexualité, elle n'était pas, encore une fois, à la hauteur. Mais ce n'était pas une plainte de sa part. Ce n'était pas que je n'arrivais pas à la satisfaire. C'était moi que j'arrivais plus à satisfaire. C'est que j'avais envie de vivre autre chose. Et il se trouve que, du coup, comme ça a renforcé cette notion de ne pas être à la hauteur, à un moment, je me suis dit, il faut que tu en aies le cœur net. Donc, il faut aller consulter. Et c'est là que j'ai pris rendez-vous avec un médecin sexologue, andrologue, qui, elle, m'a fait faire un examen sanguin pour tester mon taux de testostérone. Et là, donc on s'est aperçu que j'étais en sous-dosage. Et donc, du coup, elle m'a proposé un traitement hormonal. Et donc, ça fait maintenant 10 ans que je suis ce traitement. Ça a énormément changé de choses pour moi. Pour le faire court et parler cru, comme parleraient les hommes, dès qu'on a un doute, oui, ça débande. Et quand on a un taux de testostérone qui est correct, finalement, on bande bien et ça facilite la relation. C'est toujours idéal comme ça ? C'est pas toujours idéal, mais c'est assez souvent spectaculaire. On trouve vraiment des modifications, notamment sur l'humeur, qui peuvent être vraiment bénéfiques. Et dans ce cas-là, les deux partenaires du couple en bénéficient, puisque quand on se dit il a une humeur un peu dépressive, un peu triste, il est un peu irritable, comment ça se manifeste en pratique ? C'est quelqu'un qui n'a plus envie de faire les choses, qui ne va plus prendre d'initiative, qui ne va plus organiser de week-end, qui ne va plus être agréable à fréquenter. Et donc, en général, les deux parties du couple sont contentes quand on supplémente, au-delà de la sexualité. C'est compliqué pour les hommes, l'idée de prendre de la testostérone ou pas ? Parfois, c'est un frein ? Oui, alors la testostérone, c'est un peu particulier dans la pharmacopée, dans les médicaments, parce que, pour une raison que je ne comprends pas bien, c'est tout de suite associé à la performance, au dopage, au risque de cancer de prostate, on pourra en parler. Et donc, quand on commence à expliquer ça, en plus c'est des injections, donc il y a vraiment le côté dopage, on va se piquer, se prendre de la testostérone, il y a des hommes à qui ça fait peur. Justement, vous parliez de risques. C'est quoi les risques ? Il faut être suivi quand on prend ce traitement ? Oui, c'est indispensable. Il y a un prérequis indispensable, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas de cancer de prostate, parce que le cancer de prostate, il est testostérone dépendant. Ça ne veut pas dire que prendre de la testostérone va donner le cancer, sinon tous les hommes qui, par définition, ont de la testostérone circulante auraient un cancer. Mais il faut s'assurer simplement qu'il n'y ait pas de cancer évolutif non traité, pour ne pas risquer de le booster pendant les premières injections. Est-ce qu'il y a des polémiques comme il y a eu pour le traitement hormonal de la ménopause ? Est-ce qu'on peut le prendre pendant des années ? On le prend à vie ? Comment ça se passe ? Alors, pour le traitement pour la ménopause, il y a eu une alerte posée par l'OMS sur le risque de cancer induit par le traitement. On n'en est pas du tout à ça pour le cancer de prostate et la testostérone. L'alerte de l'OMS, par ailleurs, a depuis été annulée et l'OMS est revenue en arrière pour le traitement substitutif chez la femme. Chez l'homme, donc il n'y a pas cette polémique, pas du tout. Simplement, la polémique, elle vient plutôt du côté des États-Unis, où là, l'industrie pharmaceutique, pour le faire court, pousse un peu à la consommation. Et donc, le poids sur les assurances privées du coût du traitement substitutif en testostérone, c'est des milliards de dollars par an. Parce qu'en fait, tout le monde en veut, ceux qui en ont besoin et ceux qui n'en ont pas besoin, avec tout ce qui va en ce moment, le culte du corps, les réseaux sociaux, l'image, tout le monde doit être fort, tout le monde doit être très fit. Mais c'est quoi justement le risque, comme on fait aux États-Unis, à prendre de la testostérone même sans aucune défaillance, pour ne pas vieillir, pour effectivement être dans cette mouvance ? Alors, le risque, si on le fait sans accompagnement médical, c'est d'en prendre trop. Et à ce moment-là, il y a des risques d'hypertension, il y a des risques cardiaques,
qui sont pas majeurs, hein, mais qui sont liés au surdosage. Le sang va devenir plus épais, donc il y a un risque de thrombose, d'embolie pulmonaire. Et là encore, donc c'est pas le médicament qui donne ça, c'est le surdosage. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires, des plantes par exemple, qui augmentent le taux de cette hormone? Oui, tout à fait. Et il y a notamment une plante qui s'appelle le Tribulus terrestris, qui est le Tribulus terrestris, Bien sûr. la tribule terrestre en français. Ah, mais c'est mieux là. Voilà, tu vois. C'est une fleur qui pousse dans le bassin méditerranéen et en Asie. C'est une fleur jaune dont l'extrait va stimuler la sécrétion par les testicules. Mais ça ne fonctionne que chez un homme qui a des testicules qui fonctionnent encore, donc pas à 90 ans. Et ça fonctionne si par ailleurs on a un régime adapté, pauvre en sucre, une activité physique adaptée. Là aussi, il faut faire des sports plutôt en explosivité ou en résistance musculaire, faire des dizaines de kilomètres de marathon, de courses toutes les semaines. C'est bien pour le cœur, mais c'est pas bon pour la testostérone. D'accord. Ce qui marche pour la testostérone, c'est en gros la musculation, le tennis, le squash, tout ce qui utilise soit la force, soit l'explosivité. Et des risques à acheter ça sur Internet ou pas? Le risque, déjà, c'est d'acheter des gélules dans lesquelles ça ne figurerait pas. Donc ça, c'est déjà un risque financier, c'est d'acheter quelque chose qui ne marche pas. Et après, le risque des compléments alimentaires, quand ça n'est pas conseillé par un médecin, c'est le risque de prendre ça de façon indéfinie. Les gens intègrent ça dans leur routine du matin et ils vont prendre pendant des mois, des années, une vitamine, quelle qu'elle soit, ou un complément. Et à force, pour certains compléments alimentaires, il peut y avoir une toxicité. Par exemple, pour la testostérone, on peut aussi essayer de la booster avec une autre plante qui s'appelle le fenugrec. Et le fenugrec, quand on en consomme trop et trop longtemps, ça peut donner de l'insuffisance rénale. C'est exceptionnel, mais ça vient juste du manque d'encadrement. Donc il faut quand même prendre des renseignements avant d'acheter. Et les compléments alimentaires, il faut les acheter auprès de fabricants français. Parce qu'en France, la législation est très sévère avec ces compléments, quasiment comme avec les médicaments. Alors qu'aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, on pourrait se dire c'est des pays sérieux, c'est un peu comme ça qu'on les voit depuis la France, et bien eux, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc si vous voulez avoir vraiment le bon contenu, le bon grammage, il faut acheter français. Est-ce qu'il y a d'autres conseils d'hygiène de vie à donner pour retarder l'andropause, voire l'éviter? L'alcool, le tabac, ça joue dessus? Oui, alors il y a des conseils hygiéno-diététiques. Donc l'andropause, c'est pas une maladie, c'est une conséquence du vieillissement. Ça se retarde en gardant une activité physique régulière, plutôt une activité physique avec l'usage de ses muscles, on l'a compris. Un régime diététique pauvre en sucre. Ce qui est mauvais pour l'andropause, c'est la consommation de sucre, aliments sucrés ou sucre lent, pain, pâtes, riz. Donc il faut un régime qu'on appelle cétogène. C'est un régime riche en graisse et en protéines. Alors on ne peut pas manger comme ça tous les jours parce que ce serait un peu triste, mais il faut essayer de mettre l'accent là-dessus et éviter les excès, notamment de féculents, pour retarder ça. Et il faut avoir une activité intellectuelle soutenue, c'est-à-dire avoir des interactions sociales. Ça joue sur la testostérone? Ça joue sur la sécrétion de LH qui va elle-même dire aux testicules de faire de la testostérone, oui. Et donc alcool, tabac? Alors le tabac, il n'y a pas d'effet. Bien sûr, le tabac, c'est mauvais. Il faut pas fumer. C'est pas bon pour les érections, mais ça change pas de ce côté-là pour la testostérone. L'alcool, quand il est consommé trop régulièrement, c'est du sucre. Et donc on s'éloigne de notre régime cétogène. Si en cas de trouble de l'érection, le traitement hormonal, la testostérone ne suffit pas, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux patients? On commence par les médicaments, les injections, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on commence par des médicaments, si ça ne suffit pas, s'il y a un trouble de l'érection qu'on n'a pas réussi à traiter. Il y a des médicaments donc, comme le Viagra et puis ses petits frères, le Cialis et les autres, qu'on connaît bien maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années, qui peuvent améliorer l'érection. Et en améliorant l'érection, comme le disait tout à l'heure l'homme que vous avez interviewé, quand l'érection revient, il a trouvé qu'il avait une meilleure confiance en lui et un meilleur confort de vie. Et donc, au-delà d'augmenter les capacités sexuelles, ces médicaments-là, en redonnant des érections du matin, par exemple, ça va faire que on va plus y penser, on va plus penser à sa sexualité, et ça stimule la testostérone. Il y a du nouveau pas dans ces médicaments, parce qu'on parle d'un gel, d'un spray nasal? Oui, alors il y a un spray nasal à base de vardenafil, qui est la molécule d'un des autres médicaments qui s'appelle le Levitra. Et donc ça arrive sur le marché français très rapidement, là, dans les mois qui viennent. On l'utilise déjà en Australie, ça fonctionne bien. Ouais. Et le gel?
Alors le gel qui se pose à l'extrémité de la verge, qui est vendu en pharmacie sans prescription, ça fonctionne pas terrible. Chez certains hommes, ça marche, il s'appelle Eroxon. Et le gel qui se met dans le canal de l'urètre, lui, fonctionne bien, mais c'est un peu contraignant dans l'utilisation, mais ça fonctionne. Tous ces médicaments-là, c'est des médicaments qui ouvrent les vaisseaux sanguins du pénis. Si les médicaments suffisent pas, il y a quoi après ? Alors, si les comprimés ça ne suffisent pas, on peut faire des injections. On peut apprendre aux hommes à se faire une injection eux-mêmes dans le pénis d'un médicament qui va provoquer l'érection et qui va court-circuiter la conduction nerveuse. Ces traitements-là, ils sont faciles d'utilisation, mais ça convient pas à tout le monde. Mais c'est quand même assez efficace chez Les hommes disent il y a des hommes qui disent que c'est très douloureux. Ouais, alors si c'est douloureux, en général, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est pas la bonne dose, soit on se pique pas bien, soit on a une sensibilité au produit. Mais dans tous ces cas-là, il y a des solutions. Au-delà, c'est l'implant pénien. Au-delà, c'est l'implant Vous pénien. pouvez vous Ça expliquer reste, parce qu'on connaît mal ça. Ouais. Alors l'implant pénien, en fait, c'est une solution pour retrouver des érections quand les médicaments ne fonctionnent pas ou qu'ils sont inadaptés. Et donc le principe, c'est de mettre à l'intérieur des deux corps de l'érection, les corps caverneux, un dispositif hydraulique que l'on active par une simple pression d'une commande qui est placée sous la peau. Donc dit comme ça peut paraître très bizarre quand on n'a jamais eu de problème, mais ça redonne des érections de très bonne qualité et surtout qui sont stables à des hommes qui pensaient avoir tout perdu. Et surtout, ça leur redonne la sensation d'être à nouveau normaux, d'avoir des érections sans avoir à dépendre d'un médicament, sans avoir à se dire je vais me faire une piqûre mais peut-être qu'aujourd'hui elle va pas marcher ou ça va me faire mal. Et donc toutes ces journées pendant lesquelles il n'y a pas d'activité sexuelle, ces hommes vont se dire si je veux, je peux, je fonctionne normalement. Il n'y a pas de risque à cette pose de prothèse, notamment par exemple des douleurs résiduelles après ? Oui, alors c'est de la chirurgie, donc il y a toujours le risque anesthésique, et on utilise un dispositif qui est une prothèse, donc c'est un corps étranger, et chez certains, cette prothèse peut être rejetée ou être à l'origine de douleurs chroniques. C'est assez rare, mais ça n'est pas nul, donc il faut en discuter et il faut que ça entre dans la réflexion. Et vous en faites beaucoup de cette chirurgie ? C'est quelque chose qui est en augmentation ? Alors oui, c'est quelque chose qui est en augmentation. Pendant très longtemps, on en mettait à peu près 600 par an en France, 10 fois moins qu'une population équivalente aux États-Unis quand même. Mais donc on n'en mettait pas beaucoup. Et maintenant, on est plutôt aux alentours de 800, 1000 par an en France, dont moi je mets à peu près un quart. Une dernière question, Dr Bellet. 74% des hommes qui présentent une dysfonction érectile ne consultent pas un professionnel de santé. Pourquoi ? Parce que il y a j'aime pas ce mot, mais le tabou d'avoir besoin de parler de ces choses-là à un médecin qu'on connaît déjà, le médecin de famille, le cardiologue, même l'urologue qui vous suit pour la prostate. C'est pas facile de confier ça à quelqu'un qu'on connaît déjà. Il y a aussi une responsabilité des médecins qui ne mettent pas toujours l'atmosphère, les conditions propices pendant la consultation, la sensation qu'on a le temps de parler pendant la consultation pour qu'on puisse se livrer vis-à-vis de ces choses-là. Et donc, je pense qu'il faut en parler. Si on a un problème, il faut en parler parce qu'on a des solutions. Et puis il y a d'autres symptômes associés, donc c'est important d'aller en parler. Oui, il y a d'autres symptômes associés à l'andropause, et même si la perte de libido n'est pas un problème, si vous avez l'impression que vous vous cassez trop facilement les os lorsque vous tombez par rapport à vos amis, c'est peut-être simplement l'andropause. Je rappelle votre chaîne YouTube, Dr Sébastien Bellet. Ça s'appelle Dr Sébastien Bellet. Merci Dr Sébastien Bellet d'être venu. Merci beaucoup Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission et à Swat Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde.